On y va, Yad, t'en dis quoi? Oui, oui, parfait. Mais j'étais mute. Ok. Bon, aujourd'hui, ça va être c'est pas une... ça va être une petite conf sur la démarche diagnostique face à des épanchements abdominaux. On va vraiment se concentrer sur le diagnostic pour la prise en charge thérapeutique. Il y a tellement de types d'épanchements différents et des prises en charge différentes qu'on va pas vraiment s'attarder dessus. Si par contre vous avez des questions sur des prises en charge spécifiques à la fin, bonjour, je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions sans aucun souci. Donc, au niveau des épanchements abdominaux, donc épanchement abdominal ou liquide libre dans l'abdomen ou acide, tout ça, c'est des synonymes. Et ça représente vraiment une accumulation anormale de fluide avec un S dans la cavité péritonéale. C'est pas un diagnostic, c'est vraiment plus un signe clinique. Si vous dites votre animal, si vous dites j'ai un animal qui présente de l'acide, qu'est-ce que je fais? Ça ne nous aide pas. On sait qu'il a du liquide, mais ça ne donne aucune information sur le type de liquide et sur l'origine de l'accumulation de fluide. Donc vraiment faire attention à ça, parce que parfois on voit dans des comptes rendus ou autres diagnostics acides, c'est pas un diagnostic en soi. Ça peut être dû à l'accumulation de plein de choses, transudat, exudat, donc transudat pur, transudat modifié, exudat, chyle, sang, urine, pus, donc exudat, ça peut être vraiment dû à plein de choses. Et les prises en charge sont vraiment différentes selon la nature de l'épanchement, et elles sont vraiment très variables, donc on en discutera ensemble à la fin si vous voulez. On va faire un tout petit peu de physiopathe, mais alors c'est extrêmement léger. Dans le fond, bon, la cavité péritonéale, on le sait, c'est l'espace qui est délimité par le péritoine viscéral et pariétal. Et de façon normale, il y a une petite quantité de fluide qui sert notamment à un peu un rôle de lubrification. Et c'est surtout les forces de Starling qui régissent ces échanges-là. Donc, on va avoir un équilibre entre la pression hydrostatique qui permet une transudation de fluide en dehors des capillaires sanguins et de la pression osmotique colloïdale. On sait que c'est surtout notamment l'albumine qui est responsable, ou en tout cas qui joue un rôle important dans la pression osmotique colloïdale. Et elle va avoir cette pression-là pour but de retenir les fluides plutôt dans les vaisseaux sanguins. Donc, on peut avoir de l'acide secondairement, soit une augmentation de la pression hydrostatique, donc il y a beaucoup plus de fluides qui vont être transudés en dehors des capillaires sanguins, ou une diminution de la pression oncotique colloïdale, donc les fluides vont être beaucoup moins bien retenus, mais également dû à une augmentation de la perméabilité des capillaires en cas de traumatisme ou d'inflammation, ou alors encore une fois en cas d'atteinte de l'intégrité même des vaisseaux, notamment en cas de traumatisme. Euh, on peut aussi avoir tout ce qui est phénomène néoplasique avec des systèmes d'obstruction, d'inflammation notamment. Les épanchements abdominaux, l'acide, ça nécessite vraiment une prise en charge rigoureuse et notamment, bon, on va le voir, puis c'est pas un secret, c'est pas un mystère, mais une analyse du liquide pour savoir dans quelle catégorie de liquide on se trouve et du coup, quels sont nos diagnostics différentiels possibles. Donc, tout d'abord, on va commencer par mener l'enquête à la base de la base, avec le signalement. Parce que, en fonction du signalement, on va déjà pouvoir plutôt s'orienter vers une cause ou une autre. Si on est face à un schnauzer ou un bichon qui a un abdomen un petit peu distendu, avec un abdomen aigu, un inconfort très marqué, si je trouve de l'acide, peut-être que je m'orienterai plutôt vers une péritobiliaire, parce que ces races-là sont prédisposées aux péritobiliaires sur rupture de mucocèle, par exemple. Si on est face à un chien âgé, on va peut-être plutôt penser à quelque chose de néoplasique ou un hémo-abdomen si c'est un boxer, un labrador, un bouvier bernois. Des chats âgés, pardon, dans ces cas-là, on va peut-être plutôt s'orienter vers un épanchement néoplasique. Par contre, à l'inverse, un très jeune chat, si je vois qu'il a de l'épanchement abdominal sur un chat, par exemple, de moins d'un an, je vais peut-être plutôt m'orienter vers une PIF. Donc déjà, juste le signalement peut vous donner de l'information. Ensuite de ça, l'anamnèse va aussi être importante. Si par exemple dans l'anamnèse, les gens nous disent ah il est traité pour une pathologie biliaire depuis X années, bon peut-être que ça nous met une petite puce à l'oreille. Si on nous rapporte un traumatisme récent, on peut avoir des hémo-abdomens traumatiques ou des uro-abdomens ou les deux en même temps. Notamment, alors les uro-abdomens, surtout les chiens, par exemple, il a sauté au-dessus d'une barrière, mais il s'est pris la barrière dans le ventre, ou il a sauté du ponton et s'est pris le ponton. Donc ça, des traumatismes plutôt au niveau de la région abdominale basse, ça peut vraiment orienter plutôt vers un uro-abdomen. Si on sait que c'est un animal avec une maladie cardiaque, par exemple, on va se dire, bon, est-ce que lui, il n'a pas donc de l'acide, de l'épanchement secondaire à une maladie cardiaque et notamment une insuffisance cardiaque droite. Donc déjà, à la base de la base, signalement, anamnèse, hyper important de poser toutes les questions parce que ça peut vraiment vous aider et vous orienter vers une cause ou une autre.
Ensuite de ça, bon, les signes cliniques vont être souvent très, très peu spécifiques. Ça va surtout être bon, de l'anorexie. Ça dépend aussi de la chronicité de la maladie. Si c'est un traumatisme, souvent les gens vont dire il vient d'avoir un trauma, il va pas bien. Mais si c'est des maladies un peu plus chroniques, ça va être tout ce qui va être anorexie, perte de poids, battement, des signes digestifs. Et surtout, bon, ce qui va être le plus significatif pour nous, c'est la distension abdominale. Bon, là, on s'entend qu'elle est assez sévère, mais souvent, elle est quand même mise en évidence par les propriétaires. Dans à peu près 2 tiers des cas, les propriétaires constatent une distension abdominale. C'est souvent le motif d'appel. L'autre tiers des cas, je vous dirais que c'est quand la maladie est très débutante. Les gens vont voir les signes cliniques associés à la maladie, mais pas nécessairement comment dire, pas nécessairement de modifications morphologiques liées à la présence d'épanchement. Quand votre animal vous est présenté, c'est important de faire un examen physique donc rigoureux. Je ne l'ai pas renoté, mais du bout du nez au bout de la queue, on n'oublie aucun système, on évalue absolument tout. Ce qui va vous permettre de diagnostiquer la présence d'épanchement abdominal, ça va être votre signe du flot qui va être positif. Donc, basiquement, on met une main de chaque côté de l'abdomen. On met une toute petite, comment dire, une petite pression, une petite pression sur une des mains. Et normalement, dans l'autre, au niveau de l'autre main, vous devez ressentir les petites vibrations dues à la présence d'épanchement. Ça, c'est quelque chose donc, qui permet de le diagnostiquer. C'est plus facile quand il y en a beaucoup, évidemment, mais ça permet vraiment de vous orienter vers une piste d'épanchement abdominal sans nécessairement passer par vos examens complémentaires que vous n'avez pas nécessairement accès à domicile, par exemple. Et ensuite de ça, on va vraiment, encore une fois, comme je vous disais, l'examen physique, c'est du bout du nez au bout de la queue parce que vous allez pouvoir avoir beaucoup d'indices. Si vous avez un animal en hémo-abdomen, souvent il va avoir un état de choc, des muqueuses pâles, un pouls faible. Dans des cas de périto biliaire, vous pouvez avoir des animaux donc avec un inconfort abdominal très intense à votre palpation, de l'ictère qui peut être associé. Les jeunes chatons avec de la PIV, encore une fois, vous pouvez avoir de l'ictère. Les animaux qui présentent des néoplasies, notamment les vieux chats ou les vieux chiens, vous notez de l'amaigrissement, de la myotrophie. Quand vous avez une insuffisance cardiaque droite, vous pouvez voir votre pouls jugulaire ou une distension jugulaire. Donc, c'est vraiment important parce qu'on va avoir tendance à vouloir se focuser sur « Oh, il a l'abdomen distendu, je suis sûre qu'il y a du liquide » et on pourrait avoir tendance à oublier le reste. Mais vraiment, n'oubliez pas le reste. Regardez tout, vos muqueuses, vraiment, voilà, un examen physique complet, complet, complet. Et puis forcément, une fois que vous avez suspecté votre épanchement abdominal à l'examen, pardon, ce qui va vous permettre de confirmer la présence d'un épanchement abdominal, c'est surtout vos examens d'imagerie. Donc à la radiographie, vous pouvez avoir des pertes de contraste. Bon, ici, elles sont assez évidentes. Attention, elles peuvent être très subtiles. Par exemple, dans des cas de traumatisme et de perforation, de rupture au niveau des voies urinaires, vous pouvez avoir une perte de contraste uniquement au niveau du pôle, en tout cas uniquement en région abdominale caudale. Donc vraiment faire attention à ça. Et donc l'échographie va être un tout petit peu plus précise pour ça, notamment pour les petites quantités d'épanchement, ça va être plus facile à la trouver. Donc on rappelle, hein, l'échographie, le liquide, c'est une structure complètement, anéchogène, donc toute noire. Vous pouvez avoir parfois un petit peu elle peut être, comment dire? Un petit peu hétérogène s'il y a des petits dépôts de fibrine ou autre, par exemple. Et puis l'échographie va aussi parce qu'à la radiographie, par exemple, si j'ai une masse sous cet épanchement, ça peut être vraiment masqué. À l'échographie, c'est pas le but d'une échographie FAST. Normalement, c'est censé nous dire liquide ou pas liquide, mais on a tendance un petit peu à, comment dire, à élargir l'utilisation de l'échographe, en urgence. Donc si par exemple, vous voyez une masse, ça peut vous aider, notamment votre diagnostic, si vous avez une masse sur la rate ou sur le foie. Si vous avez un traumatisme, allez vraiment bien vérifier l'intégrité de votre vessie notamment. Donc voilà, l'échographie, elle est hyper intéressante parce qu'à la fois, elle permet de confirmer ou infirmer la présence d'épanchement, mais elle vous permet d'aller un petit peu plus loin avec des choses qui sont assez faciles à voir. Je vous dirais qu'une rupture de vésicule biliaire, c'est pas nécessairement facile à voir, c'est pas quelque chose qu'on va vous demander de diagnostiquer. Par contre, fonctionner un épanchement et se dire: «Ah, c'est un épanchement qui ressemble à une péritobiliaire», c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc comment fonctionne un épanchement? Il y a 2 techniques, oups, pardon. Heu et quelque chose que vous pouvez faire très facilement à domicile, c'est à l'aveugle. Généralement, vous mettez votre animal en décubitus latéral. C'est souvent oublié, mais si on peut vraiment faire une préparation aseptique de la zone, c'est l'idéal. Hem et en fait, vous vous mettez au niveau de la ligne médiane, au niveau de la ligne blanche, à peu près, 1-2 centimètres caudalement à l'ombilic. Alors attention, si vous avez des animaux avec des grosses vessies,
n'hésitez pas, pardon, à les taxiser avant, sinon vous pouvez plutôt piquer dans la vessie, dans l'épanchement. Alors, ça dépend un peu du format de l'animal. Sur un chien, je vais avoir tendance à utiliser une petite aiguille bleue. Sur les chats, je peux utiliser un petit épidjet, là, un petit papillon. Et vous ponctionnez en restant le plus perpendiculaire possible à votre paroi abdominale. Vous pouvez également utiliser un cathéter. L'avantage du cathéter, notamment quand il y a beaucoup d'épanchements, que vous voulez en vidanger un petit peu pour soulager l'animal. Le cathéter, une fois qu'il est en place, c'est quand même un bout qui est très souple, qui est beaucoup moins traumatique. Si l'animal bouge un petit peu, vous risquez moins de faire des lésions au niveau de vos organes. Avec une aiguille bleue, vous n'allez pas non plus faire des lésions dramatiques, mais si l'animal bouge et que vous faites des petites lacérations, ça peut abîmer vos organes. Fait que le cathéter peut être vraiment intéressant dans ces cas-là. On recueille son liquide, tu le sais que tu veux DTA. Et dépendamment de la quantité de liquide, si vous avez un échographe à domicile, ou non, mais également en clinique, vous pouvez faire des ponctions éco-guidées quand il y a des toutes petites poches. C'est plus facile pour le coup. Je reviens juste sur la petite chose que je disais, quand il y a beaucoup d'épanchements, alors il y a des animaux qui vont avoir énormément d'épanchements, ça va comprimer les organes, ça peut comprimer le diaphragme. C'est des animaux qui sont très inconfortables, donc oui, on peut les vidanger. Par contre, faites toujours attention à ne pas les vidanger ou trop vite ou trop complètement, parce que vous pouvez avoir aussi des effets secondaires et une vidange totale. Donc faites juste attention à trouver le juste milieu, retirez suffisamment pour qu'il soit confortable, mais pas trop pour pas causer de complications. Et alors quelque chose d'hyper important qui parfois peut être oublié, mais tout liquide retiré d'un animal doit être analysé. C'est-à-dire que oui, même si parfois l'aspect macroscopique vous oriente vraiment, c'est quand même important de l'analyser pour être sûr de passer à côté de rien. Et c'est surtout que si à l'aspect macroscopique, vous avez aucune idée de ce que ça peut être, sans analyse, vous irez pas plus loin dans votre cas. Mais c'est déjà arrivé de voilà, de récupérer des petits cas le matin où il y avait de l'épanchement qui avait été drainé, pas analysé, où le patient n'avait du coup pas nécessairement le traitement adapté. Donc vraiment, j'insiste, dès que vous retirez un liquide d'un animal, analysez-le. On va surtout se comment dire? Évoquer donc 4 catégories de liquides qu'on va retrouver le plus souvent. On verra ensuite dans des exemples les 2 autres, donc l'épanchement hémorragique et l'uro-abdomen. Au niveau de vos épanchements, généralement, on les classe en 3. Donc, on laisse l'Achille de côté. On les classe souvent en 3 catégories, donc transudat pur, modifié ou exudat. Et pour pouvoir un petit peu déterminer et faire la dichotomie entre les 3, c'est surtout le taux de protéines totales et comment dire, la cellularité de votre épanchement qui va vous donner les clés pour pouvoir bien le classifier. Donc généralement, les transudats purs, c'est des liquides qui peuvent être très clairs, incolores, parfois un petit peu jaunes, mais d'une manière générale, c'est quand même assez clair, avec un taux de protéines totales qui est très bas, très bas, inférieur en tout cas à 25 grammes par litre. Alors pour voir les protéines totales, pas besoin d'utiliser votre catalyste, avec un réfractomètre, ça marche très bien. Donc vous pouvez checker vos protéines totales. C'est des épanchements qui sont très, très peu cellulaires. Généralement, les transudats purs, on les retrouve en cas d'hypertension portale ou en cas de PLN ou PLE, donc les néphropathies ou entéropathies avec perte de protéines. Ensuite de ça, vous avez toujours dans la classe des transudats, mais cette fois-ci des transudats modifiés. C'est des liquides qui vont être plus cellulaires. Donc, on va avoir cette fois-ci entre 1000 et 5000 cellules par microlitre. Et au niveau de vos protéines totales, elles vont également être plus élevées. Elles vont généralement se situer entre 25 et 50 grammes par litre. Les transudats modifiés, on les retrouve souvent en cas donc les uroabdos. Alors, les uroabdomens, dépendamment du stade de la maladie, c'est des liquides qui peuvent être classés soit dans les transudats ou modifiés ou dans les exudats. En cas de maladie hépatique, notamment des hépatites actives chroniques, des néoplasies, une thrombose de votre veine cave caudale, des insuffisances cardiaques droites, tout ça, c'est des maladies qui peuvent vous donner ce type d'épanchement-là. L'exudat, lui, pour le coup, c'est un liquide qui est beaucoup plus turbide. L'aspect macroscopique voilà, est assez, assez, comment dire, assez pas évident, mais en tout cas, c'est des liquides qui sont vraiment beaucoup plus épais, beaucoup plus turbides, avec des protéines totales beaucoup plus élevées. C'est surtout des liquides qui vont être très, très, très cellulaires. On retrouve généralement des exudats dans les cas de PIF, certaines néoplasies, les abdomens septiques, les péritobiliaires et les pancréatiques notamment peuvent faire aussi parfois des exudats. Et si on s'intéresse à la Achille, au chilo-abdos ou au chilo-thorax, ce serait la même chose.
C'est des liquides qu'on retrouve un petit peu moins fréquemment, mais ça a vraiment un aspect très laiteux. Basiquement, c'est un milkshake à la fraise ou un milkshake vanille fraise. Mais c'est vraiment des liquides qui sont très, très, très laiteux. Alors, votre taux de protéines totale au réfractomètre, ça va être un peu difficile. Vous pouvez vraiment avoir une interférence de lecture avec à cause de la lipémie. Mais ce que vous allez surtout voir, on en reparlera après à la cytologie, c'est beaucoup, beaucoup de lymphocytes. Alors oui, on va en reparler, après. C'est vrai que sans réfractomètre, c'est un peu plus difficile de pouvoir classifier un peu, mais il y a tout à fait beaucoup il y a les petits tests, rapides que vous pouvez faire à domicile pour vous orienter vers une cause ou une autre. On va en reparler, un petit peu après. Et souvent, donc la chyle, c'est dû à des obstructions lymphatiques, des lymphangiectasies, des maladies cardiaques qui peuvent faire des chylos, plutôt thorax ou des néoplasies. Donc ça, c'est la première étape pour vous aider un petit peu, classifier votre liquide et en fonction du type de liquide que vous avez, transudat, pur, modifié, exudat ou autre, beh, déjà votre diagnostic différentiel n'est pas le même. Donc ça permet de vous orienter vers une cause ou une autre. Ensuite de ça, on peut faire des analyses supplémentaires sur, nos liquides, donc soit des analyses biochimiques, on va en discuter, mais surtout aussi, de la cytologie. Donc, toujours bien faire une petite clame, regarder au microscope et essayer de déterminer un petit peu ce qu'on a. Hop. Donc, on va regarder un petit peu quelques examens complémentaires qui peuvent nous donner de l'information, donc notamment pour les uro-abdomen. Pour pouvoir classifier votre liquide d'uro-abdomen et vous dire j'ai un uro-abdomen, j'en suis sûre. Il faut que la créatinine de votre liquide d'épanchement soit 2 fois supérieure à la créatinine sanguine. Et ça, en effet, ça peut être fait à la fois en domicile, si vous avez un épanchement secondaire, un traumatisme, votre petit lecteur portable va être très informatif, ou en clinique. Mais également, ce qui peut aussi vous aider, donc c'est votre potassium. Le potassium de votre liquide d'épanchement chez le chien doit être 1,4 fois supérieur à votre potassium sanguin ou 1,9 fois supérieur pour le chat à votre potassium sanguin. Faites toujours attention parce que les uro-abdomen, c'est pas nécessairement un liquide jaune qui sent l'urine et qui est très facile à diagnostiquer. Parce que dans les cas de traumatisme, ça peut vraiment être associé à un hémo-abdomen. Et à ce moment-là, vous avez plutôt un liquide séro-hémorragique, ce qui peut un petit peu vous troubler ou en tout cas, fausser un petit peu au début. Donc vraiment dans les cas de traumatisme, je répète par rapport à ce qu'on a dit à l'imagerie, mais toujours vérifier l'intégrité, pardon, de votre vessie. Et si vous n'êtes pas sûr de l'intégrité de votre vessie, une fois que vous ponctionnez votre épanchement, même si vous vous dites: «Ah, ça a l'air d'être du sang», vérifiez vraiment votre créatinine parce qu'on peut avoir les 2 associés. Au niveau des péritaux-biliaires, donc là, à domicile, c'est un petit peu moins facile parce qu'au niveau des tests sanguins, rapides, il y a moins de choses de disponibles, mais en clinique, votre bilirubine d'effusion doit être 2 fois supérieure à votre bilirubine sanguine. Dans les cas de péritaux-biliaires, c'est des liquides par contre qui macroscopiquement sont plutôt un petit peu verdâtres, donc ça, c'est quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille uniquement macroscopiquement, à domicile, sans nécessairement faire d'analyse. Quand vous regardez à la cytologie, vous voyez donc des cristaux de bilirubine, dans vos champs, sur votre tapis, cellulaire. Et attention parce que la péritobiliaire, elle peut tout à fait être septique également. Donc on va le voir après, pour les péritoseptiques, c'est les lactates et la glycémie qui vont nous donner de l'information. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à domicile. Et donc regardez bien toutes vos cellules. Si vous êtes à fort grossissement et que vous voyez des cristaux de bilirubine où vous dites: «C'est bon, c'est une péritobiliaire», non, allez vraiment au plus gros grossissement possible pour aller vérifier si vous avez des indices d'une péritobiliaire septique ou non. Donc le Chine, on l'a vu tout à l'heure. Ici, vous avez un beau petit milkshake, fraise vanille. C'est un liquide qui est extrêmement laiteux. Alors généralement, pour pouvoir le confirmer, il faut que les triglycérides de l'effusion soient 2 fois supérieurs aux triglycérides sanguines. Maintenant, si vous faites uniquement les triglycérides de l'effusion, généralement, si vous avez une valeur qui est supérieure à 100 milligrammes par décilitre, ça suffit à le diagnostiquer. Parce que il y a peu de liquide à part la chyle qui va avoir une concentration de triglycérides très élevée. Et là, la cytologie, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment joli. Donc vous avez surtout, donc c'est une population qui va être composée principalement de petits lymphocytes. Vous allez voir énormément de lymphocytes à votre, cytologie, mais vous allez aussi avoir des macrophages, donc avec plein de petites bulles qui sont en fait simplement des inclusions lipidiques au sein des macrophages, mais vous pouvez avoir aussi des inclusions lipidiques sur votre fond, sur votre tapis entre vos cellules. Je trouve que c'est assez joli. Donc ça vous permet de confirmer, un chylot-abdos ou un chylothorax. Les épanchements septiques, bon, l'aspect macroscopique est assez suggestif, ça ressemble à du pus, ça sent comme du pus. Attention, certains ne sentent pas nécessairement très fort, donc ne vous faites pas avoir par rapport à ça.
Par rapport aux petits tests qu'on peut faire, donc cette fois-ci à domicile ou en clinique, ça va être lactate et glycémie, parce que vos lactates dans votre effusion vont être 2 fois supérieurs à vos lactates sanguins et votre glycémie dans votre effusion va être inférieure à votre glycémie sanguine. En fait, j'ai mis 1,1, mais c'est en tout cas inférieur. Le gold standard, vraiment, ce qui vous permet de dire: «C'est un abdomen septique» ou «C'est un pyothorax», c'est la présence de bactéries intracellulaires. Donc si vous voyez des bactéries, sur votre, tapis dans le f sur votre le fond de votre cyto, c'est pas suffisant parce que ça peut être vraiment dû à une contamination. Mais par contre, si vous voyez des bactéries intracellulaires, aucun doute possible, si vous êtes face à un abdomen septique ou un pyothorax. Donc ici, c'est assez évident, on en voit énormément, des petites bactéries intracellulaires qui sont en train d'être un petit peu grignotées. Ici, on en voit aussi. C'est pas nécessairement dans toutes les cellules, parfois ça peut être très évident comme l'image du bas, et parfois ça peut être uniquement quelques cellules. Donc cherchez bien un petit peu vos neutraux, vos macrophages en train de grignoter des petites bactéries, ça permet de diagnostiquer votre abdomen septique. Bon, les hémo-abdomens, basiquement, en fait, c'est que quand vous avez un épanchement hémorragique, votre hématocrite est mesurable. Souvent, vous pouvez avoir des épanchements qui vont être séro-hémorragiques et finalement, quand vous mesurez l'hématocrite de votre épanchement, vous n'avez aucune valeur. Pour un hémo-abdomen, vous allez avoir un hématocrite mesurable qui souvent se rapproche de celui de votre patient. Alors, je veux juste faire un petit rappel, de faire attention, parce qu'on a tendance à se dire: hémo-abdomen, masse splénique ou hépatique. Oui, chez les grands chiens, chez les vieux chiens, attention, parfois on peut se faire avoir, parce que ça peut être, des masses surrénaliennes avec envahissement de la veine cave caudale qui causent des hémo-abdomens, donc pas toujours splénique ou hépatique. Mais par contre, vous pouvez avoir des hémo-abdomens dans des cas de traumatisme, donc des fractures de rate, ça arrive, ça fait saigner. Des fractures hépatiques, ça arrive notamment chez les chats avec de l'amyloïdose, mais dans les cas de coagulopathie et également d'anaphylaxie, surtout chez le chien. En choc anaphylactique, on peut avoir un épanchement hémorragique, un hémo-abdomen. Donc quand vous avez un épanchement hémorragique et que vous dites: «C'est un hémo-abdomen», ne sautez pas tout de suite sur la masse splénique et hépatique parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire un hémo-abdomen et que la prise en charge n'est pas nécessairement toujours chirurgicale. Donc ça, c'était juste un petit rappel, parce que c'est vrai que voilà, hémo-abdo, masse splénique ou hépatique, on part en chir, c'est un petit peu ce qui nous vient en tête en première intention, mais oubliez vraiment pas toutes les autres causes, qu'elles soient traumatiques, coagulopathiques, ou l'anaphylaxie chez le chien. Bon, pour les épanchements néoplasiques, il y a pas vraiment de test biochimique particulier, c'est la cytologie qui va vous donner le plus d'informations possible. Donc quand vous avez des cellules, donc ici on voit avec des noyaux, assez, lobulés, on peut avoir des cellules avec, plusieurs nucléi à l'intérieur, avec des figures de mitose comme ici sur cette, image. Des cellules de taille très variable, en tout cas, ça c'est ce qui va vous orienter vers, une cause néoplasique. On ne vous demandera jamais de caractériser à la cytologie le type de cancer, s'il y a des forts indices de malignité ou autre, mais juste, voilà, dire: «Bon, ça ressemble à un épanchement d'origine néoplasique», c'est suffisant. Après ça, souvent, c'est les vétérinaires, réguliers, enfin traitants qui peuvent envoyer, les lames, ou le liquide en cytologie par des pathologistes pour avoir un diagnostic, définitif. Donc ça, c'était vraiment la première étape de: je reçois mon animal, je suspecte un épanchement. À mon examen, je mets en évidence un épanchement, je le confirme avec mes tests diagnostiques d'imagerie, radiologie, échographie. Maintenant, je ponctionne mon épanchement, j'analyse mon épanchement. En fonction du type d'épanchement, je m'oriente déjà vers une cause ou une autre. Pour aller un petit peu plus loin, pardon. Alors, j'avais fait une conf sur l'hémo-abdomen, justement, anaphylaxique avec, la patophyse. Si tu veux, je te ressortirai la petite diapo, après. Hem Au niveau des pour aller plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est des examens complémentaires sur votre patient. Donc notamment tout ce qui va être, bilan sanguin, ça va vous donner beaucoup d'informations, donc une numération formule, biochimie, vous pouvez faire des SNAP pro-BNP chez le chat si vous êtes pas sûr d'une origine cardiaque, ça peut un petit peu vous aiguiller. Si vous suspectez une coagulopathie, beh, tout ce qui va être, temps de coag, de l'imagerie avancée selon la cause, donc si par exemple on a des néoplasies, de faire de l'imagerie avancée, ça peut nous aider. De l'imagerie avec produit de contraste, donc des cystourographies quand on suspecte une brèche au niveau de notre système urinaire bas. C'est pas des choses qu'on fera, dans des cliniques, mais voilà, commencer à en parler aux propriétaires, pour ensuite les référer, au moment des heures d'ouverture dans des structures, appropriées. Mais voilà, n'oubliez pas de de faire aussi vos examens sanguins, sur votre patient parce que, par exemple,
Dans des cas de PIV, vous allez avoir des globulines très augmentées, vous pouvez avoir une anémie associée. Dans des cas d'atteinte hépatobiliaire et de mucocèle biliaire, vous pouvez avoir des modifications au niveau de vos enzymes hépatiques. Dans les cas d'uro-abdo, vous pouvez aussi avoir une azotémie, une hypercalémie qui se développe chez votre patient, qui peut vous aiguiller. Donc vraiment, les tests sanguins ou d'imagerie avancée permettent, encore une fois, sont complémentaires à votre prise en charge. Et c'est tout regroupé, tous les éléments mis ensemble qui vont vous permettre de dire, OK, là, j'ai de l'acide, j'ai un épanchement abdominal. Mon épanchement abdominal, c'est, je sais pas, un transudat pur. Mes tests m'ont aidé à diagnostiquer ça. Donc voilà, je sais que mon animal a ça. Et ensuite, je mets en place ma prise en charge adaptée. Donc, comme je vous le disais en introduction, la prise en charge, elle est vraiment variable. Elle va dépendre de la nature, de la cause primaire. On ne va pas nécessairement s'étendre, parce que ce n'était pas le but de la conférence-ci, c'était surtout de vraiment reprendre un petit peu une petite démarche diagnostique pour vous aider face à la prise en charge d'acide. Mais encore une fois, si vous avez des questions sur certaines prises en charge, on est là pour ça. Globalement, juste pour résumer très basiquement, ce qui va être chirurgical, c'est abdo-septique, hémo-abdo sur rupture de masse, péritobiliaire, uro-abdo en fonction de la brèche. Tous les uro-abdos ne sont pas nécessairement chirurgicaux. Mais ça, globalement, ça va être votre cause chirurgicale. Toutes les autres causes, ça va plutôt être du traitement médical. Dans tous les cas, selon l'état de votre patient à l'arrivée, la première chose à faire avant même d'analyser votre liquide, c'est de le stabiliser si vous mettez en évidence à votre examen physique un état de choc. C'est vraiment la priorité. Une fois votre animal est stabilisé, vous mettez en place le traitement spécifique selon la cause que vous aurez identifiée dans un second temps. Mais voilà, basiquement, c'est un petit peu ça la dichotomie entre les prises en charge chirurgicales ou médicales. Bon, on est ici dans une conf sur sur les épanchements abdos, mais qu'en est-il pour les thorax? C'est exactement la même chose. Attention cependant, la stabilisation est encore plus importante si votre animal présente une détresse respiratoire. Je sais que j'insiste sur beaucoup de confs, je le répète, mais je le redis encore une fois, pas de radiographie sur un animal instable. Je continue à en voir. Donc, on évite vraiment un animal qui va avoir un épanchement thoracique avec une détresse respiratoire associée. La moindre stimulation stressante peut le faire décéder, décompenser et décéder. Donc, ce qui là va être le plus intéressant, c'est votre échographie FAST que vous pouvez faire au chevet du patient sous oxygène en limitant le plus possible le stress. Il reste en décubitus sternal, on lui laisse l'oxygène, on passe juste la sonde et là, ça vous permet de voir s'il y a de l'épanchement ou non. Après ça, le drainer, l'analyser et compagnie. Mais sinon, c'est exactement la même chose. La classification des liquides est exactement la même. On retrouve les mêmes types de liquides. Il y a juste évidemment l'urothorax qu'on ne va pas retrouver dans des cas d'épanchement thoracique, mais tout le reste, c'est basiquement exactement la même chose. Donc, c'est tout pareil. Mais encore une fois, vraiment, j'insiste, pas de radiographie sur animal instable. C'est hyper, hyper, hyper important. Donc, comme je disais, encore une fois, on n'a pas parlé des prises en charge, mais si vous avez des questions, je suis là pour ça. Et en conclusion, vraiment, ce que je veux qu'on retienne, c'est que tout liquide doit être analysé. Récupérer des animaux en transfert avec un épanchement pas analysé, ça ne devrait plus arriver parce que ça permet de vous orienter sur la cause. Une fois confronté à vos résultats d'examen de laboratoire et autres, ça vous permet bien souvent d'avoir votre diagnostic et du coup, vous pouvez tout de suite mettre en place une prise en charge adaptée. Juste pour vous donner un exemple, dernièrement, j'ai récupéré en transfert un cas avec de l'épanchement thoracique qui n'avait pas été analysé. Il s'avérait que c'était un piothorax, donc l'animal. Alors, je suis d'accord que les piothorax, souvent, ça peut évoluer depuis longtemps. Il n'est pas nécessairement à 2 heures près d'antibiothérapie. Mais en l'occurrence, l'animal était donc, voilà, avait reçu du dimason, pas de fluide, pas d'antibiotiques pendant toute la nuit. Si on avait analysé le liquide et mis en évidence tout de suite le piothorax, l'animal aurait pu avoir une prise en charge beaucoup plus adaptée plus rapidement, notamment de la fluido, des antibiotiques, même si voilà, je ne demandais pas nécessairement des poses de drain ou autre, mais au moins de mettre en place une prise en charge adaptée. Donc, c'est hyper important d'analyser vos liquides et que ce soit en clinique ou à domicile, il y a des choses que vous pouvez faire à domicile, lactate, glycémie. Déjà, rien que ça, si vous avez un épanchement septique, ça vous permet de le mettre en évidence, en tout cas de le suspecter fortement. La créatinine, dans les cas de trauma, ça vous permettrait de diagnostiquer un uro-abdo. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous permettre de stabiliser au mieux le patient avant de le référer. Voilà. C'était vraiment une courte conf aujourd'hui, assez
assez retour aux bases, mais ça fait du bien parfois de repasser par là. Pour la petite blague, je voulais préciser qu'il y avait déjà des urothorax qui avaient été décrits sur des Ouais, cas oui, de des hernies hernie abdos, ouais, de hernie hernie diaphragmatique, diaphragmatique ouais, avec passage narin et rupture de l'urtère. ouais. Ouais, oui, oui, c'est décrit, c'est pas Ça serait strict. pas de bol qu'on tombe là-dessus, mais enfin Non, bon. c'est ça. Il y avait une petite question qui avait été posée, je sais pas si tu as vu. Sur le choc anaphylactique et les Non, mots. celle juste avant. Ok, oui, bah c'est ça. À domicile, pour moi, la bandelette urinaire a moins d'intérêt. Par contre, avec tes analyses rapides, avec créate, hématocrite, lactate et glycémie, ça te permet déjà d'avoir beaucoup d'informations. Dans les cas des mots abdos, tu peux faire l'hématocrite de ton épanchement et surtout l'hématocrite de ton patient pour voir un petit peu à quel point il est anémié. Pour tout ce qui va être potentiellement épanchement septique, lactate, glycémie, ça va te donner beaucoup d'informations et la créate dans les cas du roi abdo, mais tu vas être un tout petit peu plus limité en effet. Faut que je retrouve la patophyse. Hum, je sais plus si je l'avais. Elle est pas. Elle est de toute façon de mes souvenirs, elle n'est pas non plus entièrement comprise. Hum, 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 hum. Si vous avez d'autres questions en attendant, ouais, c'est ça. C'est ça, la physiopathe, elle est pas donc des hémopéritoines, des hémoabdos dans les cas de choc anaphylactique, elle n'est pas complètement encore connue. Tu avais cet article-là qui est vraiment pas si mal. Je vire juste ça, comme ça je te le mets. Je crois que je l'ai, en fait, c'est pas que je crois, c'est que je l'ai, donc je peux te l'envoyer si tu n'y as pas accès. Hop. Oh non, crotte. Désolée. Hop, on va rester comme ça. Donc, l'article qui parlait des effusions abdominales spontanées chez les chiens présentés avec un choc anaphylactique, il est vraiment bien écrit. Il n'est pas si vieux que ça, il a 4 ans maintenant, donc ça peut être, il est vraiment cool. Mais en gros, c'est ça, la physiopathe, elle n'est pas entièrement connue, mais on considère que ton augmentation de pression veineuse hépatique peut causer une congestion sinusoïdale et du coup une exudation de tes protéines et ton liquide donc dans l'espace de 10, qui est le petit espace entre tes hépatocytes et tes vaisseaux sanguins qui contient le plasma, et du coup ça te fait un hémoabdo. Mais basiquement, enfin encore, c'est ce qu'on suppose actuellement, mais c'est pas entièrement connu. Juste la petite chose, dans les hémoabdos spontanés, dans des cas de choc anaphylactique, ça va être des hémoabdos qui vont généralement être quand même beaucoup plus, enfin comment dire, de petite taille par rapport à par exemple, des hémoabdos traumatiques ou des hémoabdos sur rupture de masse hépatique splénique ou encore une fois de tes glandes surrénaliennes. Donc généralement, c'est vraiment des plus petites quantités d'épanchement. C'est pas, donc c'est, comment dire, tu as aussi tout l'aspect clinique, anamnétique et ton examen clinique qui vont t'orienter vers ça. Mais voilà, vraiment, c'est généralement quand même des hémoabdos qui sont plus petits. C'est pas non plus ce qu'il y a le plus fréquent, mais toujours y penser. J'en ai dû voir, j'ai dû en voir 5 ou 6 des hémoabdos dans des cas de choc anaphylactique. C'est pas non plus très, très fréquent, mais voilà. Ah bah parfait, super. Alors, en clinique, tu peux avoir tendance à centrifuger tes liquides. En fait, le fait de centrifuger tes liquides, c'est surtout si tu as des liquides qui sont très peu cellulaires. Quand tu les centrifuges, du coup, tu vas avoir ton culot qui va être donc cellulaire. Donc, généralement, tu enlèves ton surnageant, tu élimines ton surnageant, tu gardes à peu près une goutte de surnageant, tu remélanges tout ça et tu regardes à ta lame. Et en fait, ça, c'est vraiment plus pour ta cytologie que ça va avoir un intérêt de le centrifuger parce que ça va permettre de mettre en évidence à ta cytologie vraiment une population cellulaire plus importante. Plutôt que de
prendre ton liquide non centrifugé, si tu mets une goutte mais que tu as 4 cellules dedans, ça peut être très long avec ton microscope de trouver la cellule. Donc la centrifugation, elle va surtout t'aider à ta cytologie. À domicile, dans tous les cas, la cytologie, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Donc le fait que tu centrifuges pas, ça va absolument pas influer tes résultats, notamment que c'est des résultats biochimiques. Donc ça va absolument pas comment dire, les fausser. Tout ce qui va être, même tout ce qui est créate, créate, glycémie, lactate, hémoglobine, mais même si on faisait bilirubine, cholestérol et compagnie, enfin triglycérides, le fait de ne pas centrifuger ton liquide, ça ne fausse pas du tout ton résultat. C'est vraiment plus pour la cytologie que ça a un intérêt de le centrifuger. Si un jour vous voulez faire des comptes, parce que alors l'Euroabdo, on n'en a pas souvent, mais puis j'en ai pas parlé en détail, mais je trouve ça vraiment cool. Mais on pourra faire des confs plus axés sur certaines conditions. Parce qu'encore une fois, les prises en charge sont tellement différentes que je ne me suis pas penchée, éternisée dessus aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment le message important, c'est d'analyser tous vos liquides et pas de radiographie sur l'animal instable. Et le troisième message important, c'est que tous les hémo-abdomens ne sont pas chirurgicaux. Et ça, c'est hyper important parce qu'un hémo-abdomen traumatique n'est pas nécessairement chirurgical. Donc, ne pas toujours sauter sur la chair quand vous avez un hémo-abdo, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup des traumatiques qui, juste avec des traitements de support, se passent très, très bien. Donc voilà, c'était un petit peu mes 3 take-home messages, de la journée, de la matinée. Je sais pas si tu en avais d'autres, Calypso? J'ai plus soin avec ce que tu viens de dire. Ouais, genre on en a souvent c'est des choses qu'on voit encore et c'est vraiment important voilà, de faire attention à ça. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très clair. De rien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que dans le futur, bon là, je pense que Julie a fait un peu le planning de conf presque jusqu'à l'hiver prochain. Mais si dans le futur, il y a vraiment certaines pathologies que vous voulez dont on parle en détail, n'hésitez pas parce que parfois, on est aussi un peu à court d'idées, nous. Donc, quand vous avez des sujets que vous voulez évoquer, n'hésitez pas à les faire remonter à Calypso, à Julie ou à moi pour qu'on les intègre aux futures présentations. Comme ça, au moins, c'est des choses qui répondent à vos attentes. C'est un peu plus pertinent parfois. Mais voilà, n'hésitez pas, la comp va être encore une fois disponible sur le SharePoint. Et voilà. Et bon courage pour l'après-midi pour ceux qui travaillent. Et Bonne peut-être qu'on se journée. verra à l'AVBAC dans 2 semaines, du coup. N'hésitez pas, si vous venez, on pourrait se retrouver s'il y a de la team Adomvet et Veto Adom Muf pour aller se prendre un verre. Voilà, c'était complètement hors sujet, mais C'est bien noté. en tout cas, et Lille, c'est la meilleure ville du monde, sans être chauvine. Ça va être vraiment chouette. Bon, Bon bah, merci après-midi à Agathe, bon tous. après-midi, salut. Ciao.